Bonjour, dans la prochaine demi-heure, je vais vous parler d'une équipe plateforme qui délivre au service de différentes équipes de développement et de comment finalement cette équipe s'est organisée pour délivrer avec 5 réponses à 5 questions que nous avons pu nous poser. Je suis François-Xavier Vendée, le CTO de la Digital Factory d'Invivo et je suis l'ancien lead de cette équipe qui est l'équipe SRE. Cette équipe, elle délivre dans un contexte qui est le contexte d'Aladin.farm. Aladin.farm, c'est une plateforme B2B de vente de biens et services construits avec et pour les coopératives agricoles françaises à destination de leurs agriculteurs. Ça permet aux agriculteurs d'aller commander ce dont ils ont besoin pour leurs parcelles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça permet aux coopératives de mettre en vente sur le canal numérique. Bref, c'est l'Amazon de l'agriculture à la française pour nos coopératives. Et pour rendre ce service, ce que nous avons fait, c'est que nous avons construit un système d'information from scratch. Et les questionnements sur lesquels je vais vous répondre, ce sont des questionnements que nous nous sommes posés pour faire cette construction du néant jusqu'à un service opéré en prod. La première question que nous nous sommes posée sur les 5 questions, c'est une question de base qui est comment construire un socle utile pour les développeurs en le faisant émerger brique après brique. Nous n'avons pas fait une plateforme immédiatement sur la cible, nous l'avons fait émerger progressivement. Et cette émergence, elle s'est faite avec un objectif qui est de créer un socle avec du sens. Pour créer ce socle avec du sens, nous sommes partis sur 2 principes. Le premier, c'est que nous devions servir les développeurs. Et le deuxième, c'est que nous devons servir le fonctionnel. Pour servir les développeurs, ce que nous avons pris comme principe, c'est de faire du as a service. Pour citer un exemple, quand les développeurs ont besoin d'un certificat pour aller chiffrer la communication entre le navigateur client et le serveur, ils ne demandent pas à une équipe centrale avec un système de ticketing, avec beaucoup de temps pris pour arriver finalement à avoir un certificat, potentiellement des échanges et des allers-retours. Non, ce qu'ils font, c'est qu'ils font appel à un service à la demande, qui va leur fournir ce certificat et gérer son renouvellement de manière à avoir un niveau de sécurité qui soit satisfaisant. Et ils ne vont pas le faire de manière compliquée, étant donné que parallèlement à ce service, ce qui va être construit, c'est un outillage pour facilement le prendre en main et l'utiliser. L'outillage, ça peut être des snippets de code, ça peut être des éléments techniques qui s'intègrent avec le service et permettent assez facilement son utilisation. Au-delà de servir les développeurs, ce que nous avons fait, c'est que nous avons toujours servi la roadmap fonctionnelle. Dans le cadre du développement d'une application, on peut avoir besoin d'une base de données, on peut avoir besoin de serveurs pour aller exposer un service. Nous avons toujours fait en sorte que les ressources dont les développeurs avaient besoin pour pouvoir démontrer le produit et pour pouvoir finalement présenter les fonctionnalités soient disponibles en temps et en heure. Et donc nous avons joué de manière à faire en sorte de toujours anticiper les dépendances et être là au bon moment. Alors, ça n'a pas été extrêmement facile au début, parce que nous avons eu un certain nombre de contraintes. Par exemple, Azure a été quelque chose qui n'a pas été immédiatement disponible pour des raisons contractuelles. Et le principe qu'on a pris, c'est de ne pas bloquer les développeurs, de façon à ce qu'ils puissent démontrer. Et pour faire ça, on a accepté de faire du jetable en se basant finalement sur les possibilités que nous offrait le cloud. Le cloud, l'intéressant, c'est de faire du à la demande. Donc, le à la demande, on peut l'utiliser pendant un certain temps, et puis quand on n'en a plus besoin, on le jette et ça ne coûte pas plus cher. On n'a pas des investissements sur la durée. C'est ça qu'apporte le cloud et c'est une flexibilité qui est intéressante quand on veut faire émerger progressivement un socle. Donc, dans notre cas, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes partis sur du Heroku, un PaaS, pour pouvoir héberger dans un premier temps nos applications, et puis progressivement, nous l'avons fait migrer, de façon à arriver à notre cible. Ça, c'est un principe qui est assez intéressant. Il faut faire néanmoins attention au fait que la solution intermédiaire ne coûte pas plus cher que la solution cible, qu'arriver à bien doser l'intermédiaire et à bien prévoir les trajectoires.
Et puis au-delà du fait que nous avons fait des trajectoires et de l'intermédiaire, nous avons pris comme parti de toujours construire progressivement le socle. Typiquement, nous ne nous sommes pas dit, pour être en prod, il faut absolument avoir un monitoring qui soit extrêmement exhaustif. Dans un premier temps, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait quelque chose d'extrêmement simple. Nous sommes partis sur une solution SaaS qui est StatusCake et nous avons fait en sorte de l'utiliser pour qu'elle ping nos applicatifs de manière à vérifier qu'ils sont disponibles ou pas. Et ça nous suffisait dans un premier temps parce que ça permettait de garantir ce que le métier nous avait demandé, à savoir une disponibilité avec un SLO finalement pas très élevé, de 99%. Et puis nous l'avons enrichi progressivement, ces éléments de monitoring. Nous avons ajouté des logs, nous avons ajouté de l'alerting, nous l'avons enrichi en termes de métriques en fonction aussi des problématiques de prod que nous constations et des éléments qui étaient nécessaires pour pouvoir bien investiguer et résoudre ces problématiques. Qu'une fois qu'on a fait ça, ça nous permet comme ça de pouvoir assez facilement avoir un socle disponible répondant au métier et répondant aux développeurs. Mais ce socle-là, ce que nous voulions, c'est l'industrialiser pour en avoir une pleine maîtrise. Et donc, on s'est posé une question qui est comment arriver quand même à délivrer vite tout en mettant en œuvre cette industrialisation. L'industrialisation, pour rappel, c'est le fait de maîtriser un système en le décrivant sous la forme de code. Et tout le système est décrit sous la forme de code, bien évidemment la partie infrastructure, la base, mais aussi l'applicatif et le déploiement applicatif, les évolutions de bases de données, et tout ce qui est nécessaire finalement pour qu'un système d'information soit fonctionnel. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'être en maîtrise parce qu'on a un système d'information représenté sous la forme d'un code qui est versionné, qui est documenté de facto, qui est testé et qui est répétable. Donc on peut reconstruire la totalité de son système d'information de zéro, si cela est nécessaire. L'inconvénient de l'industrialisation, c'est que ça prend énormément de temps. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on priorise ce qu'on industrialise et comment est-ce qu'on gère ce qu'on n'industrialise pas de façon à ce que, à terme, tout soit industrialisé. Alors, ce qu'on a fait déjà, c'est prioriser, réfléchir à la priorisation. Et la priorisation, on l'a fait de la même manière qu'on priorise du fonctionnel. Le fonctionnel, ça se priorise par rapport à de la valeur et du coût de mise en œuvre. La valeur de l'industrialisation, c'est le temps qui est gagné de manière finalement répétitive, parce que la tâche d'industrialisation permet finalement de s'enlever ces tâches-là. Et le coût, c'est le temps que l'on prend à mettre en œuvre cette industrialisation. Du coup, comme vous pouvez voir sur la slide, il y a des éléments qui prennent beaucoup de temps à mettre en œuvre et qui ne sont pas forcément des éléments avec une grande valeur, et des éléments qui prennent moins de temps et qui ont beaucoup de valeur parce que cela concerne des tâches répétitives. On a exactement pris ce principe pour prioriser. On a priorisé du backup, on a priorisé du déploiement applicatif parce qu'au début, c'est ce qui avait du sens. Et puis après, on s'est consacré sur des tâches qui étaient plus longues à mettre en œuvre, comme la priorisation de notre orchestrateur de conteneurs. Et elle était plus longue à mettre en œuvre et avec moins de valeur parce que dans un premier temps, nous n'avons pas multiplié les environnements, nous nous sommes concentrés sur un environnement. Puis quand nous avons tout industrialisé, nous avons multiplié les environnements de manière sereine parce que finalement, tout l'environnement était décrit sous la forme de code. Alors ça a quand même eu un effet qui est qu'on a créé de la dette. L'orchestrateur, on ne l'a pas immédiatement industrialisé, mais on en avait quand même besoin. Donc, on est parti sur la console de notre cloud provider, on a fait clic-clic, et ça crée de la dette. Ça crée des choses qui ne sont pas totalement maîtrisées. On peut les avoir en partie documentées, mais on sait que c'est quelque chose qui n'est pas fiable. Donc, ce que nous avons pris comme parti, c'est d'aller finalement conclure avec le métier un contrat de dette. Ce qu'on leur a dit, c'est « Ok, nous allons délivrer vite parce qu'il y a un besoin fonctionnel et nous n'allons pas nous opposer à ce besoin fonctionnel, mais plutôt l'accompagner. Mais sachez qu'à un moment, nous allons avoir besoin de résorber la dette et donc nous allons devoir prendre du temps pour ce faire. » Nous avons pris ce contrat, le métier a dit « Ok » et quand il y a eu besoin de la résorber, on a pu s'arrêter, on leur a donné de la visibilité sur l'avancement de cette résorption. Et il n'y a eu aucun problème, même si ça nous a pris typiquement 2 mois pour aller résorber la dette que nous avons créée
le métier nous a accompagnés et a tenu finalement ces engagements. C'est vraiment important d'avoir cette transparence avec le métier pour être vraiment serein sur l'industrialisation et bien leur expliquer l'intérêt que cela a sur la maîtrise du système. Alors une fois qu'on a ça, on a un système en prod, et du coup, un système en prod, potentiellement, c'est des problématiques, et des problématiques, ça prend du temps. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce que nous allons continuer à pouvoir délivrer sans finalement être perturbés par la production et sans finalement décélérer. La première chose, c'est que nous avons anticipé. Nous ne sommes pas arrivés en prod en nous disant « Ah, on est en prod, il va falloir faire des choses ». Non, on a anticipé au plus haut niveau, jusqu'à l'applicatif, en allant mettre en œuvre un certain nombre de patterns. Donc, par exemple, du build once, run everywhere. On package une fois nos applicatifs, ils sont déployés dans les différents environnements de façon à avoir un comportement répétable. Et puis, un certain nombre d'éléments autour de l'applicatif, sur des éléments de log, des éléments de métrique, des éléments de health check, qui permet de savoir si l'applicatif, si le service fonctionne bien tel qu'on l'attend, et puis des éléments autour de la sécurité applicative. Et ce qui est intéressant, c'est que nous l'avons fait de manière itérative. Alors, pour vous prendre le health check, dans un premier temps, c'est un endpoint extrêmement simple qui répondait juste « OK » parce que le service était disponible. Et puis, c'est un service qui a évolué, ce health check, quand on a rajouté une base de données. On a testé que la connexion à la base de données était bien disponible. Quand on a rajouté d'autres API, on a vérifié que la connexion à ces autres API était bien disponible et permettait au service de rendre finalement les éléments fonctionnels correspondant aux attentes. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'on peut aller couvrir ces différents aspects de manière itérative. Il ne faut pas attendre finalement pour mettre en œuvre ça, il faut plutôt initier les choses et progressivement les enrichir de manière à être pleinement serein sur le run. La deuxième chose que nous avons mis en œuvre, c'est finalement un mécanisme de démultiplication de l'effort, c'est-à-dire que ce n'est pas l'équipe SRE qui fait tout, c'est aussi finalement les équipes de développeurs qui s'impliquent dans le run. Et pour s'impliquer dans le run, eh bien, nous les avons accompagnés. Nous les avons aidés à s'approprier nos outils qui sont ouverts, avec un support qui est adapté, et nous les avons responsabilisés sur les différentes tâches à effectuer de manière à être serein au run. Bref, nous leur avons appris à pêcher le poisson plutôt que leur apporter tout cuit, prêt à l'emploi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour démultiplier l'effort. Au début, nous n'étions qu'une équipe, puis progressivement, nous avons grossi avec 7 équipes. Nous aurions pu finalement être complètement engorgés par les demandes, et bien au contraire, nous avons démultiplié l'effort, et c'est très intéressant. La troisième des choses, c'est qu'on a forcément des problématiques en prod, et on peut les laisser traîner, ou alors, au contraire, on peut s'améliorer avec ces problématiques. Donc, ce que nous avons mis en place, à la façon d'un modèle de Westrum, c'est une démarche d'amélioration continue sur le run, avec à chaque bug un processus clairement défini, avec un post-mortem documenté et partagé aux équipes, et une démarche qui consiste soit à résoudre la problématique si on arrive à en trouver la cause, soit à mettre en œuvre les éléments qui permettront de déterminer la cause la prochaine fois que le problème arrivera. Tout ça dans un objectif finalement de résoudre le problème et d'avoir un système qui fonctionne beaucoup mieux. Et tout ce que je viens de dire, c'est en impliquant la partie SRE, bien évidemment, mais aussi nos développeurs. Alors on a un système en prod, on ne s'est pas complètement laissé engorger par le fonctionnement de ce système, mais finalement le fonctionnel arrive, il continue à arriver, potentiellement il se complexifie, vous avez compris, on a augmenté en termes d'équipe. Et donc l'important c'est d'arriver à anticiper les besoins, à continuer à les anticiper et à embarquer dans les choix. Pour embarquer dans les choix, ce que nous avons mis en œuvre, c'est une démarche de choix collectif avec quelque chose appliqué de manière systémique qui consiste à aller partir du besoin, à aller avoir une matrice de choix dressée vis-à-vis de ce besoin, besoin collecté en impliquant du dev, de l'ops, du décideur, pour vraiment avoir tous les éléments, des éléments pour de l'industrialisation, pour de la facilité des déploiements, des éléments pour que les développeurs s'approprient la solution, des éléments pour que les décideurs soient contents d'un point de vue budgétaire, tous les éléments,
Et avec ça, en impliquant éventuellement des experts, nous pouvons trouver une solution qui correspond pleinement, finalement, à tous les acteurs et que l'on peut partager. Et derrière, ça facilite son appropriation. Donc, dans les cadrages que nous avons pu faire de ce type-là, nous avons choisi notre API management en faisant cela, qui s'avère être Kong. C'est la solution qui correspondait le mieux à notre contexte. Potentiellement, il y a d'autres solutions qui correspondraient mieux à d'autres contextes. Mais avec cette démarche-là, nous sommes finalement assurés du fait que c'était la meilleure solution pour notre contexte. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, le cadrage, il faut anticiper quand même et le caler par rapport à la roadmap fonctionnelle. Et donc, pour finalement caler bien notre roadmap technique par rapport à la roadmap fonctionnelle, il faut systématiquement anticiper les besoins du build dans un premier temps. Donc, les besoins du build, c'est la roadmap fonctionnelle, comme je vous le dis. Cette roadmap fonctionnelle, elle peut inclure des chantiers fonctionnels qui nécessitent des évolutions. Elle peut inclure des évolutions organisationnelles. Typiquement, quand on a augmenté le nombre d'équipes, on a dû splitter nos composants en domaines fonctionnels pour faciliter le travail des équipes. Et c'est là que s'est posé le sujet de l'API management et que nous l'avons cadré. On l'a bien calé à ce moment-là. Ça, c'était vraiment un besoin. Et puis, toujours sur le fonctionnel, il y a tout ce qui est douleur. Les douleurs, ça rayonne par le biais du support. Et donc, finalement, ces douleurs-là, qui rayonnent par le biais du support, il faut aussi les caler dans la roadmap technique de façon à ce que les développeurs puissent continuer à être sereins dans l'utilisation du socle et à pouvoir délivrer. Et au-delà finalement de cette roadmap fonctionnelle, on a aussi tous les besoins du run, qui sont en partie finalement des éléments fonctionnels parce que les besoins du run sont tirés par les exigences métiers de disponibilité, de résilience de la plateforme. Il faut aussi les anticiper en termes de besoins, typiquement de monitoring, et de douleurs, et traiter les douleurs éventuelles. Typiquement, les problématiques d'engorgement de disque qu'on peut avoir, qui peut nécessiter d'effectuer des actions ad hoc. Ce que nous avions fait, typiquement dans un premier temps, c'est que nous avions mis en œuvre du code pour aller augmenter les disques. Puis on a vu que sur certains disques, ça allait assez vite, donc on a mis en place des mécanismes automatiques qui permettent d'aller les augmenter conformément finalement à la consommation du disque. Là aussi, une logique itérative bien calée sur notre roadmap technique. Une fois qu'on a ça, on a fait les bons choix, on arrive quand même à avancer sans se faire arrêter par les problématiques de run, en ayant quelque chose que les développeurs se sont appropriés. Mais notre organisation, vu qu'elle grossit, vu qu'il y a aussi des évolutions dans les équipes, eh bien, il y a une problématique de pérennisation des pratiques et des choix qui se posent. Et cette pérennisation des pratiques et des choix, nous avons répondu à cette problématique en local, dans un premier temps, dans l'équipe SRE, et puis au global, dans un second temps. Alors, en local, c'est principalement 4 axes sur lesquels nous avons travaillé. Premier axe, c'est le code, faire en sorte que tout le monde soit aligné sur le code. Ça se fait assez bien avec du pair, avec du mob que nous avons mis en œuvre. On a typiquement des séances de mob toutes les semaines au sein de l'équipe SRE qui permet de traiter un sujet. Alors, ça peut être un sujet d'évolution de la base de code un peu importante sur lequel il y a besoin de faire du mob programming. Ça peut être un sujet de conception, du mob design. Ça peut être un sujet pour traiter une problématique et la résoudre, du mob hacking. Dans le principe, c'est collectivement résoudre et avancer ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'être bien aligné. On a aussi, par le biais de mob, défini nos pratiques de développement et nos standards de développement qui ont été documentés. Et ça permet aussi de les pérenniser et de les faire porter par différents acteurs, en collectif et non simplement par une personne. La deuxième des choses, au-delà de la conception, comme vous avez pu comprendre, qui se résout soit sur du mob, soit en ayant de l'implication de plusieurs personnes, au-delà de ça, le support est systématiquement géré en mode tournant. Ce que nous faisons, c'est que notre support, chaque semaine, c'est une personne différente de l'équipe avec un backup si cette personne s'avère à tomber malade. Et donc ça permet de pouvoir avoir toutes les personnes de l'équipe en mesure de pouvoir traiter les demandes de support. Et puis enfin, la priorisation. Alors la priorisation, elle est bien évidemment orientée côté CTO, mais elle est faite avec l'équipe, de manière à ce que l'équipe remonte les problématiques de support, les exigences fonctionnelles, qu'il n'y ait pas un loupé finalement, et que tout le monde comprenne bien pourquoi on va dans ce sens-là et pourquoi on a priorisé tel élément plutôt que tel autre. Bref, on est dans un modèle où le bus factor est totalement respecté.
et une personne de l'équipe peut passer sous un bus. Alors bien évidemment, ce n'est pas du tout ce que je désire, mais ça peut arriver et ça ne posera pas de problème parce que l'équipe pourra continuer vu que les choix sont bien collectifs. Et puis au global, à l'échelle, c'est beaucoup de partage. Du partage à l'arrivée d'un nouvel arrivant avec de l'onboarding ops, du partage avec du share show. C'est un événement qui a lieu toutes les 2 semaines et qui permet d'aller partager sur un sujet donné et d'acculturer finalement les différentes équipes sur ce sujet-là. Ça, c'est quelque chose de régulier. On a aussi des mécanismes d'Ops Champion. Dans chacune des équipes, on a une personne qui représente les sujets autour du SRE et qui permet d'avoir à l'équipe SRE un point de contact fort, un point de relais qui est qu'acculture aussi de l'équipe. C'est le côté démultiplicateur à l'échelle et sur la durée. J'arrive à la fin des 5 questions et donc je vais vous faire un takeaway en 5 points qui va résumer les différents éléments que j'ai pu vous partager. La première chose, comme vous avez pu comprendre, c'est toujours partir du besoin pour construire quelque chose qui a du sens et donc qui répond pleinement aux enjeux. La deuxième chose, c'est d'embarquer les équipes dès le cadrage. En embarquant les équipes dès le cadrage, on fait en sorte que tous les acteurs soient bien alignés et de pouvoir être beaucoup plus efficients. Et quand on arrive en prod, c'est un non-sujet finalement, le fait de passer en prod. La troisième des choses, c'est accepter les solutions intermédiaires, ne pas bloquer finalement, de façon à toujours être dans une logique de time to market, de délivrer de nouvelles fonctionnalités, de pouvoir les présenter à des utilisateurs et voir si ces fonctionnalités répondent à leurs attentes ou pas et adapter si besoin est. La quatrième des choses, c'est sécuriser le run au plus tôt. Il ne faut pas arriver au run en s'apercevant qu'on va avoir du run à faire. Il faut bien l'anticiper de manière toujours à ce que le passage en prod soit un non-sujet. Et puis, je pense l'avoir suffisamment dit sur les 30 dernières minutes, il faut systématiquement être dans une démarche d'amélioration continue, ne pas viser la cible, commencer petit et progressivement faire de mieux en mieux pour arriver à finalement répondre pleinement aux besoins de manière adéquate et de manière progressive. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente continuation.